Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième partie de la mystérieuse affaire de Styles. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Poirot était un homme au physique extraordinaire. Malgré son petit mètre 62, il était l'image même de la dignité. Son crâne affectait une forme ovoïde, il tenait toujours la tête légèrement penchée de côté. Sa moustache cirée lui conférait un air martial. Le soin qu'il apportait à sa tenue était presque incroyable, et je suis enclin à penser qu'il aurait souffert davantage d'un grain de poussière sur ses vêtements que d'une blessure par balle. Pourtant, ce petit bonhomme original, ce parfait dandy, qui, je le voyais avec une peine infinie, traînait maintenant la patte, avait été en son temps l'un des plus fameux inspecteurs de la police belge. Doué d'un flair prodigieux, il s'était en effet illustré en élucidant les cas les plus mystérieux de son époque. Il me montra la maisonnette où il logeait avec ses compatriotes, et je lui promis de lui rendre visite sous peu. Puis il souleva son chapeau d'un geste ample pour saluer Cynthia, et nous reprîmes notre route. « C'est un homme adorable, commenta Cynthia, mais je ne savais pas que vous le connaissiez. »« Saviez-vous que vous hébergiez une célébrité ?» répliquai-je. Et pendant tout notre voyage de retour à Styles, je leur contai les exploits d'Hercule Poirot. À notre arrivée, nous étions d'excellente humeur. Comme nous entrions dans le vestibule, Madame Inglethorpe surgit de son boudoir, le visage empourpré. Elle avait de toute évidence l'air contrarié. « Ah, c'est vous !» lâcha-t-elle. « Quelque chose ne va pas, tante Émilie ?» s'enquit Cynthia. « Absolument pas, » rétorqua Madame Inglethorpe d'un ton sec. « Y aurait-il une raison pour que quelque chose n'aille pas ?» Puis, comme elle voyait Dorcas, la femme de chambre, qui se dirigeait vers la salle à manger, elle lui demanda d'apporter des timbres dans le boudoir. « Bien, madame, » fit la vieille camériste, avant d'ajouter d'une voix hésitante. « Madame a l'air bien fatiguée. Ne ferait-elle pas mieux d'aller s'étendre ?»« Vous avez peut-être raison, Dorcas. Oui, je veux dire non, pas maintenant. Je dois finir quelques lettres avant la levée. Je vous ai demandé d'allumer du feu dans ma chambre, l'avez-vous fait ?»« Oui, madame. »« Alors j'irai au lit sitôt après le dîner. » Et elle regagna le boudoir sous le regard étonné de Cynthia. « Bonté divine, qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» demanda-t-elle à Lawrence. Il ne semblait pas l'avoir entendu, car il tourna les talons sans un mot et ressortit de la maison. Je lançai l'idée d'une courte partie de tennis avant le dîner, et Cynthia ayant accepté, je me précipitai dans ma chambre pour y prendre ma raquette. Dans l'escalier, je croisai Madame Cavendish. Peut-être était-ce le fruit de mon imagination, mais elle aussi, elle semblait bizarre et profondément troublée. « Vous vous êtes bien promené avec le docteur Boerstein ?» fis-je d'un ton aussi détaché que possible. « Je n'y suis pas allée, » répondit-elle d'un ton brusque. « Où est Madame Inglethorpe ?»« Dans le boudoir, la main crispée sur la rampe de l'escalier, elle semblait appréhender une rencontre. Me laissant là, elle dévala les dernières marches, traversa le vestibule et entra dans le boudoir dont elle ferma la porte. Quelques instants plus tard, comme je courais vers le tennis, je passai devant la fenêtre du boudoir. Elle était ouverte, et je surpris sans le vouloir les lambeaux de dialogue suivants. Mary parlait d'une voix qu'elle s'efforçait désespérément de maîtriser. « Donc vous refusez de me le montrer ?» Ce à quoi Madame Inglethorpe lui répondit. « Ma chère Mary, cela n'a rien à voir avec ce qui vous préoccupe. Alors vous pouvez me le montrer. Je vous répète que ce n'est pas ce que vous croyez. Cela ne vous concerne pas le moins du monde. » Ce à quoi Mary Cavendish rétorqua d'une voix de plus en plus amère. « Bien sûr, j'aurais dû me douter que vous le protégeriez. » Sur le cours, Cynthia m'attendait avec impatience. « Vous vous rendez compte, il y a eu une bagarre terrible. Dorcas vient de me raconter. »« Quel genre de bagarre ?»« Une scène entre tante Émilie et lui. Oh, j'espère qu'elle l'a enfin percé à jour. »« Dorcas y était alors ?»« Non, bien sûr que non. Elle passait par hasard devant la porte. Une vraie scène à tout casser. Je donnerais cher pour voir les détails. » Je me remémorai le visage espiègle de Madame Raikes et les avertissements d'Evelyn Howard. Mais j'eus la sagesse de ne pas en parler. Cependant, Cynthia passait en revue toutes les hypothèses possibles pour finalement souhaiter avec véhémence que tante Émilie le flanque à la porte et ne lui adresse plus jamais la parole. J'avais très envie de m'entretenir avec John, mais il était introuvable. À l'évidence, un fait capital s'était produit durant cet après-midi-là.
Je tentai de chasser de mon esprit les quelques mots que j'avais surpris en passant près du boudoir. Mais malgré tous mes efforts, je n'y parvins pas. En quoi Mary Cavendish pouvait-elle être concernée par les derniers événements? Quand je descendis à l'heure du dîner, Madame Inglethorpe se trouvait dans le salon. Son visage était plus impassible que jamais. De nouveau, l'irréalité du personnage me frappa. Madame Inglethorpe fut la dernière à descendre. Elle paraissait encore agitée, et un silence gêné pesa sur tout le repas. Inglethorpe restait étonnamment silencieux. Comme à son habitude, il entourait sa femme d'attentions délicates, lui calant le dos avec un coussin et jouant à la perfection son rôle de mari attentionné. Dès la fin du repas, Madame Inglethorpe retourna s'enfermer dans son boudoir. « Faites-moi porter mon café, Mary. Il ne me reste que 5 minutes avant la levée du courrier. » J'allai m'asseoir au salon avec Cynthia, près d'une fenêtre ouverte. Mary Cavendish vint nous apporter le café. Je la trouvai agitée. « Souhaitez-vous un peu de lumière ? À moins que vous ne préfériez celle du crépuscule. Cynthia, vous voulez bien porter son café à Madame Inglethorpe? Je vais le servir. » « Ne vous dérangez pas, » intervint Inglethorpe. « Je le porterai moi-même à Emily. » Il emplit une tasse et l'emporta avec précaution. Lawrence le suivit, et Madame Cavendish vint s'asseoir près de nous. Nous restâmes tous trois silencieux, un moment. Chaude, calme, la nuit était superbe. Madame Cavendish s'éventait nonchalamment avec une feuille de palmier. « Il fait presque trop chaud, murmura-t-elle. Nous allons avoir de l'orage. » Hélas, ces instants de paix ne durent jamais. Ma douce béatitude prit fin le plus brutalement du monde, au son d'une voix cordialement détestée, que je reconnus aussitôt. Elle venait du vestibule. « Docteur Bauerstein !» s'exclama Cynthia. « Quelle drôle d'heure pour faire des visites !» Je jetai un regard jaloux à Mary Cavendish, mais son visage restait serein, et aucune rougeur n'était venue colorer la pâleur diaphane de ses joues. Lorsqu'Alfred Inglethorpe introduisit le médecin, ce dernier protestait encore en riant que sa mise était peu présentable. Il offrait en effet un spectacle pitoyable. Il était littéralement couvert de boue. « Que vous est-il arrivé ?» s'exclama Madame Cavendish. « Je suis confus, » répondit Bauerstein. « Je n'avais aucunement l'intention d'entrer, et n'eût été l'insistance de M. Inglethorpe. »« Eh bien, vous voilà dans un triste état, » fit John, qui venait de nous rejoindre. « Prenez donc un bon café et racontez-nous vos mésaventures. »« J'accepte avec plaisir, merci. » Avec un rire quelque peu forcé, il nous expliqua comment, après avoir repéré un endroit particulièrement difficile d'accès, une variété de fougères rarissimes. Il avait perdu l'équilibre en essayant de l'atteindre et avait glissé lamentablement dans une mare en contrebas. « Le soleil a très vite séché mes vêtements, conclut-il, mais je dois avoir l'air d'un égoutier. » Sur ces entrefaites, Madame Inglethorpe appela Cynthia et la jeune fille sortit du salon à la hâte pour la rejoindre dans le vestibule. « Montez-moi ma mallette, ma chère petite, je vais me coucher. » La porte entre le salon et le hall était grande ouverte. Je m'étais levé en même temps que Cynthia, et John se trouvait juste à côté de moi. Nous sommes donc 3 témoins oculaires à pouvoir certifier que Madame Inglethorpe tenait à la main la tasse de café à laquelle elle n'avait pas encore goûté. Ma soirée était entièrement gâchée par la présence du docteur Bauerstein. On eût dit que cet individu ne partirait jamais. Il finit pourtant par se lever, et je poussai un soupir de soulagement. « Je vous accompagne jusqu'au village, » lui dit Inglethorpe. « Je dois voir notre régisseur pour régler avec lui ses problèmes de terrain. » Puis, se tournant vers John, « Inutile de m'attendre, je prendrai la clé. » La nuit de la tragédie. Pour être parfaitement clair, je reproduis ici un plan du premier étage de Styles. Par la porte B, on accède aux chambres des domestiques. Celle-ci ne communique pas avec l'aile droite où se trouvent les appartements des Inglethorpe. J'eus l'impression qu'on était en pleine nuit lorsque Lawrence Cavendish vint me réveiller. À la lueur de la bougie dont il s'était muni, je pus lire sur son visage bouleversé qu'un événement grave venait de se produire. « Que se passe-t-il » le questionnai-je en me redressant dans mon lit et en faisant un effort pour reprendre mes esprits. « Mère est au plus mal, comme si elle avait eu une sorte d'attaque. Malheureusement, elle a verrouillé sa porte de l'intérieur. J'arrive. » Je bondis hors de mon lit et, tout en passant ma robe de chambre, suivis Lawrence dans le couloir, puis le long de la galerie qui menait à l'aile droite de la maison. John Cavendish nous rejoignit ainsi que 2 ou 3 domestiques qui, terrorisés, ne semblaient bons qu'à tourner en rond. Lawrence se raccrocha à son frère. « Qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait faire »
Jamais, je crois, indécision congénitale n'était apparue aussi clairement. John secoua de toutes ses forces la poignée de la porte, mais en vain. Il était évident qu'elle était fermée de l'intérieur. Toute la maison était maintenant réveillée. Les bruits les plus inquiétants nous parvenaient à travers la cloison. Il devenait urgent d'intervenir. Essayez de passer par la chambre de M. Ingelthorpe, monsieur, lança Dorcas d'une voix stridente. Oh, ma pauvre madame. Soudain, je me rendis compte qu'Alfred Ingelthorpe ne se trouvait pas parmi nous, que lui seul ne s'était pas manifesté. John ouvrit la porte de sa chambre. L'obscurité y était totale, mais Lawrence suivait son frère avec la bougie. Et, à sa faible lueur, nous vîmes que le lit n'était pas défait, et que rien n'indiquait qu'Alfred Ingelthorpe avait dormi ici. Sans perdre un instant, nous nous dirigeâmes vers la porte de communication entre les deux chambres. Celle-là aussi était fermée de l'intérieur. « Mon Dieu, monsieur !» criait Dorcas, en se tordant les mains. « Qu'allons-nous faire ? Nous allons essayer d'enfoncer cette porte, mais ce ne sera pas une mince affaire. Qu'une des bandes descende réveiller Bailey, et qu'il court chez le docteur Wilkins. Quant à nous, nous allons nous occuper de cette porte. Mais, attendez, est-ce que la chambre de Miss Cynthia ne communique pas aussi avec celle de ma belle-mère ? Si, monsieur, mais la porte est toujours fermée à clé. On ne l'ouvre jamais. Vérifions cela quand même, lança John. Il se précipita dans le couloir jusqu'à la chambre de Cynthia. Mary Cavendish s'y trouvait déjà. Elle secouait la jeune fille qui paraissait plongée dans un profond sommeil. Quelques secondes plus tard, John nous rejoignit dans la chambre d'Alfred Ingelthorpe. Inutile, elle est aussi verrouillée. Je crois que celle-ci est un peu moins solide que celle du couloir. Malgré nos efforts conjugués, le bâton de bois résista un long moment. Enfin, sous notre poussée, il céda dans un craquement assourdissant. Emportés par notre élan, nous trébuchâmes dans la pièce, mais Lawrence parvint à garder la bougie allumée. Madame Ingelthorpe était allongée sur son lit et tout son corps se tordait, sous l'effet de violentes convulsions, ce qui expliquait sans doute que sa table de chevet soit renversée. À peine étions-nous entrés que ses membres se détendirent et qu'elle s'affaissa contre les oreillers. John traversa la pièce et alluma l'éclairage au gaz. Puis il demanda à Annie, l'une des femmes de chambre, de descendre au plus vite chercher un verre de cognac à la salle à manger. Enfin, il s'approcha du lit, tandis que je déverrouillais la porte donnant sur le couloir. Ma présence étant devenue inutile, je voulus annoncer à Lawrence mon intention de réintégrer ma chambre. Mais les mots moururent sur mes lèvres. Jamais je n'avais vu un visage d'une telle pâleur. Sa main qui tenait la bougie tremblait si fort que des gouttes de cire tombaient sur le tapis, et ses yeux, pétrifiés de terreur ou d'une émotion du même ordre, étaient braqués sur le mur derrière moi. On eût dit qu'il avait vu quelque chose, qu'il avait changé en statue. Par réflexe, je me retournai et cherchai le point qu'il fixait. Mais je ne remarquai rien d'anormal. Les bibelots impeccablement disposés sur la cheminée et le feu, qui se mourait dans l'antre, ne représentaient certes pas une menace. La crise qu'avait terrassée Madame Ingelthorpe paraissait avoir diminué en intensité. La malheureuse parvenait même à parler, dans une sorte d'étrange hoquet. « Je vais mieux. Ça s'est passé si vite. Stupide de ma part de m'être enfermée. » Une ombre passa sur le lit et, levant les yeux, je vis Mary Cavendish près de la porte, un bras passé autour de la taille de Cynthia. On eût dit qu'elle aidait la jeune fille à se tenir debout. Celle-ci semblait complètement hébétée, ce qui lui ne ressemblait guère. Elle avait le visage rouge brique et bâillait sans désemparer. « Notre pauvre Cynthia est terrorisée, » expliqua Madame Cavendish à voix basse. Elle-même portait sa blouse de fermière. Il devait donc être plus tard que je l'avais cru. En effet, je constatai que les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les rideaux, et que la pendule sur la cheminée indiquait presque 5 heures. Un cri étranglé montant du lit me fit sursauter. Une nouvelle crise terrassait la pauvre femme. Ses spasmes étaient d'une violence insoutenable. Un vent de panique souffla sur la pièce. Nous entourâmes la malheureuse, mais nous étions dans l'incapacité totale de l'aider, ou même d'atténuer ses souffrances. Une ultime convulsion arqua son corps, avec une brutalité telle qu'elle parut ne plus reposer que sur la nuque et les talons. En vain, John et Mary essayèrent-ils de lui faire avaler un peu de cognac. Après quelques secondes de dépit, le corps se souleva de la même façon. C'est alors que le docteur Bauerstein se fraya un chemin parmi nous. En découvrant la scène, il resta un instant sans bouger, et Madame Ingelthorpe, fixant le nouveau venu, poussa une exclamation étranglée. « Alfred! Alfred !» Puis elle retomba, inerte, sur le lit. Le médecin se pencha sur elle, lui saisit le bras, et avec des mouvements énergiques pratiqua sur elle ce que je savais être la respiration artificielle. D'un ton sec, il lança quelques directives aux domestiques. Un geste autoritaire nous fit reculer vers le seuil.
Nous continuions de l'observer avec une sorte de fascination, même si à cet instant nous avions tout deviné. Je crois qu'il était déjà trop tard, et que rien ne pouvait plus être tenté. Lui-même ne semblait guère se bercer d'illusions. Avec un lent hochement de tête, il finit par renoncer. C'est alors que nous perçûmes des pas dans le couloir, et que le docteur Wilkins fit irruption dans la chambre. Petit homme rondouillard, maniéré, médecin attitré de madame Inglethorpe. Bauerstein lui raconta en 2 mots qu'il passait devant les grilles de Styles Court au moment précis où l'automobile sortait. Il s'était précipité jusqu'à la maison pendant qu'on allait chercher son confrère. D'un geste de la main, il désigna le corps immobile sur le lit. « Quelle tragédie !» murmura le docteur Wilkins. « Quelle tragédie, pauvre chère madame Inglethorpe. Elle en a toujours beaucoup trop fait, beaucoup trop. En dépit de tous mes conseils, je l'avais pourtant prévenu. Son cœur n'était pas des plus solides. Ménagez-vous, lui disais-je, ménagez-vous. Mais non, la ferveur qu'elle mettait à s'occuper de ses œuvres charitables aura été la plus forte. La nature s'est rebellée. La nature s'est rebellée. » Je notai le regard appuyé que le docteur Bauerstein fixait sur le praticien. La violence des spasmes était tout à fait singulière, docteur Wilkins. Dommage que vous soyez arrivé trop tard pour les observer vous-même. Ils présentaient un caractère tétanique. Ah, fit l'autre d'un air entendu. J'aimerais vous parler en privé, ajouta Bauerstein, avant de se retourner vers John, si vous n'y voyez pas d'objection, bien entendu. Je vous en prie. Nous sortîmes dans le couloir pour laisser les médecins en tête-à-tête. Avec un cliquetis métallique, la clé tourna aussitôt dans la serrure. Lentement, nous regagnâmes le rez-de-chaussée. J'étais dans un état de grande agitation. Je possède incontestablement un certain talent de déduction, et le comportement du docteur Bauerstein avait jeté mon esprit dans un labyrinthe d'hypothèses échevelées. Mary Cavendish posa la main sur mon bras. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle. « Pourquoi le docteur Bauerstein a-t-il l'air si bizarre ?» Je plantai mon regard dans le sien. « Vous voulez mon avis ?»« Bien sûr. Écoutez-moi. » D'un regard circulaire, je m'assurai que les autres ne pouvaient m'entendre. Puis je chuchotai. « J'ai la conviction que madame Inglethorpe a été empoisonnée, et je suis sûr que le docteur Bauerstein partage mes soupçons. »« Quoi ?» Ses pupilles se dilatèrent et elle se blottit contre le mur. Puis, avec un cri qui me fit tressaillir, elle s'exclama. « Non, non, pas ça, pas ça. » Et, en s'écartant de moi, elle se précipita vers les escaliers. Je la suivis car je redoutais qu'elle ne fût prise d'un malaise. Le visage blafard, elle s'était arrêtée et s'appuyait sur la rampe de l'escalier. Quand je voulus m'approcher, elle m'écarta d'un geste excédé. « Non, non, laissez-moi, je préfère rester seule. Laissez-moi tranquille. 1 ou 2 minutes, retournez en bas avec les autres. » Je m'exécutai à regret. John et Lawrence étaient dans la salle à manger. Je les y rejoignis. Mais nous ne trouvâmes rien à dire. Je finis par rompre ce silence tendu, et je crois que mes propos reflétaient la pensée des 2 frères. « Oui, monsieur Inglethorpe. »« Pas dans la maison, en tout cas, » répondit John. Je croisai son regard. Où pouvait bien se trouver Alfred Inglethorpe? Son absence était aussi bizarre qu'incompréhensible. Les derniers mots de madame Inglethorpe me revinrent en mémoire. Quelle signification pouvait-il avoir? Que nous aurait-elle révélé si la mort lui en avait laissé le temps? Enfin, les 2 médecins redescendirent. Le docteur Wilkins, toujours aussi imbu de sa personne, était visiblement surexcité, malgré le calme de façade qu'il affichait. Quant au docteur Bauerstein, son visage ne laissait rien deviner de ses émotions. Le docteur Wilkins semblait leur porte-parole à tous les 2. Il s'adressa à John. « Monsieur Cavendish, j'aimerais votre accord pour une autopsie. »« Est-ce indispensable ?» demanda John d'une voix enrouée, les traits déformés par le chagrin. « Absolument, » confirma le docteur Bauerstein. « Vous voulez dire que suite au résultat des premiers examens, pas plus le docteur Wilkins que moi-même nous saurions délivrer un permis d'inhumer. » John baissa la tête. « Dans ce cas, je ne peux qu'accepter. »« Merci, » fit aussitôt le docteur Wilkins. « Elle pourrait avoir lieu demain soir. » Voyant les premiers rayons du soleil par la fenêtre, il rectifia. « Je veux dire ce soir même. Étant donné les circonstances, une enquête sera, hélas, inévitable. Ce genre de formalité est obligatoire, et je vous conjure de ne pas vous en sentir trop affecté. » Un silence salua cette déclaration. Puis le docteur Bauerstein sortit 2 clés de sa poche et les tendit à John. « Ce sont celles des 2 chambres. Je les ai fermées à double tour et je pense qu'il serait sage de les laisser ainsi pour le moment. » Sur quoi les 2 médecins prirent congé.
Je tournais et retournais depuis quelques minutes une idée dans ma tête, et je jugeais le moment venu d'en faire part. Néanmoins, j'éprouvais encore quelques réticences. Je savais que John redoutait par-dessus tout le qu'en dira-t-on, et que son optimisme insouciant l'inclinait sans doute à éviter les complications. J'aurais du mal à le convaincre de l'intérêt de mon plan. Lawrence, en revanche, moins attaché aux convenances et doté de plus d'imagination, compterait sûrement au nombre de mes alliés. John, je voudrais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Je vous ai déjà parlé de mon ami Poirot, ce Belge réfugié au village. C'est un détective renommé. Et alors, je voudrais que vous m'autorisiez à l'appeler pour qu'il enquête sur cette affaire. Quoi? Maintenant? Avant l'autopsie? Précisément. La question de temps est primordiale. Si le décès de Madame Inglethorpe n'est pas naturel. C'est absurde, s'emporta Lawrence. Tout ça, c'est le résultat des théories fumeuses de Bauerstein. Wilkins n'aurait jamais eu une idée pareille s'il ne s'était pas laissé bourrer le crâne. Comme tous les spécialistes, Bauerstein n'a qu'une idée en tête. Les poisons sont sa marotte. Alors, bien entendu, il en voit partout. Je dois reconnaître que cette violente réaction me surprit. Il était si rare que Lawrence se laissa aller ainsi. John hésita. « Je ne suis pas de ton avis, Lawrence, dit-il enfin. Je donnerais bien carte blanche à Hastings, mais peut-être serait-il préférable d'attendre un peu. Il faut éviter le scandale à tout prix. Avec Poirot, vous n'avez rien à craindre, assurai-je avec chaleur. C'est la discrétion personnifiée. Eh bien, soit. Faites quand vous voudrez. Vous avez ma confiance. Pourtant, si ce que nous soupçonnons est exact, l'affaire est entendue. Et si je fais fausse route, que Dieu me pardonne d'avoir accablé cet individu sans preuve. Je consultai ma montre. Il était 6 heures. Déjà 6 heures du matin. Je m'accordai cependant 5 minutes de délai et les consacrai à fouiller la bibliothèque jusqu'à ce que j'y trouve un ouvrage de médecine qui donnait une bonne description à l'empoisonnement à la strychnine. Poirot enquête. La maison qu'occupaient les réfugiés belges dans le village était située non loin des grilles du parc. On pouvait gagner du temps en empruntant une sente qui coupait à travers les herbes hautes au lieu de suivre les méandres de l'allée principale. Je pris donc ce raccourci. J'avais presque atteint le pavillon du gardien quand mon attention fut attirée par la silhouette d'un homme qui arrivait en courant dans ma direction. C'était M. Inglethorpe. Où s'était-il terré pendant tout ce temps? Comment allait-il justifier son absence? Il m'aborda sans ombrage. « Mon Dieu, quelle horreur! Ma femme chérie! Je viens seulement de la prendre. »« Où étiez-vous? »« Chez Denby. Nous n'en avons terminé qu'à 1 heure du matin. Là-dessus, je me suis aperçu que j'avais oublié la clé. Je ne voulais pas réveiller toute la maison et Denby m'a donné un lit. »« Comment diable êtes-vous au courant ?» m'étonnai-je. « Par Wilkins, qui est venu tirer Denby du lit pour annoncer le décès. Ma pauvre Émilie. Elle se dévouait pour les autres. Elle avait une telle grandeur d'âme, elle aura abusé de ses forces. » Une vague de dégoût me submergea. Quel parfait hypocrite que cet individu. « Il faut que je me dépêche, l'interrompis-je, soulagé qu'il ne me demande pas où je me précipitais ainsi. Quelques minutes plus tard, je frappai à la porte de l'Eastway Cottage. Personne ne venait m'ouvrir. J'insistai. Au-dessus de ma tête, une fenêtre s'entr'ouvrit avec circonspection, et la tête de Poirot lui-même apparut dans l'entrebâillement. Il poussa une exclamation étonnée. En quelques mots, je lui racontai la tragédie qui venait d'avoir lieu, et lui dis que j'avais besoin de son aide. « Attendez, mon bon ami, je descends vous ouvrir. Vous pourrez me raconter tout ça avec plus de détails, pendant que je m'habillerai. » Il ôta bientôt la barre de la porte, et je le suivis dans sa chambre. Là, il me désignait un fauteuil. Je lui relatai la soirée dans ses moindres détails, sans en omettre aucun, pas même le plus insignifiant, tandis qu'il se livrait à sa toilette avec un soin maniaque. Je lui narrai mon brusque réveil, les derniers mots prononcés par la mourante, l'étrange absence de son mari, la dispute de la veille et les lambeaux de conversation surpris en passant devant la fenêtre ouverte du boudoir, sans oublier la scène entre Madame Inglethorpe et Evelyn Howard, ni les insinuations de cette dernière. Mes explications, hélas, ne furent pas aussi claires que je l'aurais souhaité. Je me répétai plusieurs fois, et il me fallut à maintes reprises revenir sur un détail omis. Poirot m'observait avec un sourire indulgent. « Votre esprit est un peu embrouillé, n'est-ce pas? Prenez votre temps, mon bon ami. Vous êtes agité, vous perdez pied. Quoi de plus naturel? Dès que nous nous serons un peu calmés, nous pourrons agencer les faits selon un ordre cohérent, les mettre chacun à sa vraie place. Nous les analyserons, et puis nous ferons le tri. Ceux qui nous paraîtront significatifs, nous les garderons.
Quant aux autres, il gonfla comiquement ses joues et souffla. Pouf, nous les chasserons. Tout ça est bel et bon, objectai-je. Mais comment allons-nous décider de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas? Ça a toujours été pour moi la principale difficulté. Poirot secoua la tête d'un air de profonde commisération. Puis, il entreprit de lisser sa moustache avec une méticulosité renversante. Pas du tout, voyons. Un fait en amène un autre. Il suffit de suivre leur enchaînement. Le suivant s'accorde-t-il au précédent? Merveilleux. Nous progressons. Manque-t-il un maillon à la chaîne de notre raisonnement? Nous disséquons. Nous cherchons. Et ce détail apparemment insignifiant, qui, n'est-ce pas curieux, ne semble pas avoir de rapport avec le reste, mais il s'ajuste parfaitement. Il eut un geste plein d'emphase. Tout devient limpide. C'est prodigieux. L'anglais balbutiant de Poirot et son exécrable prononciation, qui n'avait guère changé en Belgique, me déchiraient ici les tympans. Par tendresse pour ce petit bonhomme au brillant passé, et par courtoisie envers mon malheureux lecteur, je me garde bien de les transcrire ici. Quant à son insupportable suffisance, en revanche, elle fait tellement partie de son personnage, et elle m'exaspère à un tel point, qu'il serait tout à la fois frustrant et malhonnête de ne pas la laisser entrevoir. Oui, balbutiai-je pour tenter d'endiguer son flot d'éloquence fleurie. Poirot agita soudain son index sous mon nez, et je ne pus retenir un mouvement de recul. Mais attention, le danger de l'échec guette celui qui décrète. Ce détail est si minime qu'il ne peut être qu'inutile. Ignorons-le. Celui-là se perd par négligence dans toute l'enquête. Le moindre fait peut se révéler primordial. J'en ai bien conscience, vous me l'avez souvent répété, et c'est pour cette raison que je vous ai rapporté tous les détails de cette affaire, qu'il m'ait paru significatif ou non. Et je suis content de vous. Votre mémoire est excellente, vous m'avez fidèlement rapporté les faits. Sur la façon confuse dont vous les avez énumérés, je m'abstiendrai de commentaires. C'est tout bonnement lamentable. Mais je vous pardonne, vous êtes encore sous le coup de l'émotion. Cet état vous vaut d'ailleurs d'avoir omis un point d'une importance capitale. Lequel, m'étonnai-je? Vous ne m'avez pas précisé si Madame Inglethorpe avait mangé de bon appétit hier soir. Je ne cachai pas ma stupeur inquiète. Sans aucun doute, la guerre avait altéré les capacités intellectuelles de l'ex-inspecteur. Il brossait méthodiquement son manteau avant de l'enfiler, et semblait très absorbé par cette tâche. Je ne sais plus très bien, dis-je, et de toute façon, je ne vois pas... Vous ne voyez pas? Mais c'est primordial. Je ne vous suis pas, répliquai-je quelque peu irrité. Mais pour autant que je m'en souvienne, elle a picoré dans son assiette. Elle était manifestement bouleversée, et son appétit s'en ressentait, ce qui est bien compréhensible. Oui, approuva pensivement Poirot. Bien compréhensible, en effet. Il prit une petite trousse dans un tiroir, puis se tourna vers moi. Me voici prêt. Nous irons tout d'abord à Styles Court, afin de commencer les investigations sur les lieux mêmes du drame. Pardonnez-moi, mon bon ami, mais je vois que vous êtes vêtu en hâte. Votre cravate est de travers. Si vous le permettez. D'une main preste, il l'arrangea. Voilà qui est mieux. Nous y allons? Nous traversâmes le village d'un pas vif, et laissant le pavillon du gardien derrière nous, nous nous enfonçâmes dans le parc. Poirot fit halte quelques secondes, et son regard erra tristement sur la propriété verdoyante qui s'étendait devant nous, encore toute scintillante de la rosée du matin. C'est si beau, dire que la famille est frappée par le malheur et plongée dans l'affliction. En prononçant ces mots, il m'observa avec attention, et je me sentis rougir. La famille était-elle aussi abattue qu'il le disait, et la mort de Madame Inglethorpe avait-elle provoqué une peine aussi profonde? Je me rendis soudain compte que l'atmosphère de la maison n'était pas au chagrin. Madame Inglethorpe n'avait pas eu le don de se faire aimer. Certes, son décès tragique causait un choc, mais il y avait fort à parier qu'elle ne serait pas désespérément pleurée. Poirot semblait lire dans mes pensées. Il hocha gravement la tête. « Non, vous avez raison, dit-il. Ce n'est pas comme si les liens du sang les unissaient. Madame Inglethorpe s'est montrée d'une grande bonté envers ses Cavendish, mais elle ne pouvait prétendre remplacer leur mère. C'est le sang qui parle, n'oubliez pas ça, mon bon ami. C'est toujours le sang qui parle. »« Poirot, dis-je, pourquoi voulez-vous donc savoir comment avait mangé Madame Inglethorpe? J'ai beau me creuser la cervelle, je ne vois toujours pas le rapport. » Il garda le silence un moment encore, tandis que nous poursuivions notre marche. « Vous savez, dit-il enfin, qu'il n'est pas dans mes habitudes de donner des explications, tant que je n'ai pas résolu un cas. Néanmoins, je veux bien faire une exception pour vous.
Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable serait celle d'un empoisonnement à la strychnine, dilué sans doute dans son café. Nous sommes bien d'accord. Oui, mais à quelle heure a été servi le café? À environ 20 heures. On peut donc présumer que Madame Inglethorpe a bu le sien entre 20 heures et 20h30 ou plus tard. La strychnine est un poison à effet rapide. Elle aurait dû agir très vite, dans un délai n'excédant pas 1 heure. Or, dans le cas qui nous intéresse, les symptômes ne sont apparus que vers 5 heures du matin. Le lendemain, 9 heures plus tard. Mais un repas copieux, ingéré avant le poison, aurait pu retarder notablement son action, bien qu'un tel laps de temps me semble quelque peu disproportionné. Et selon vous, elle s'est contentée hier de picorer dans son assiette. Voilà un faisceau d'événements bien curieux, mon bon ami. L'autopsie nous permettra peut-être d'y voir plus clair. En attendant, gardez cette énigme à l'esprit. Comme nous atteignions la maison, John sortit à notre rencontre. L'air hagard, il paraissait épuisé. Ce drame est horrible, monsieur Poirot, dit-il. Hastings vous a-t-il précisé que nous tenions à éviter le candidaton? Je comprends parfaitement. Voyez-vous, nous n'avons jusqu'ici que des soupçons, rien de probant. Précisément. Considérez ma présence ici comme une sorte d'assurance contre l'erreur. John se tourna vers moi, prit une cigarette dans son étui et l'alluma. Vous savez qu'Inglethorpe a réapparu? Oui, je l'ai croisé. Il jeta l'allumette dans un parterre. Mais c'en était trop pour Poirot qui, choqué, la ramassa et l'enterra proprement. Difficile de savoir quelle attitude adopter à son égard. Cette difficulté disparaîtra sous peu, le rassura le détective d'un ton paisible. Voilà, c'est fini pour ce soir. La trame de l'histoire est posée et notre cher duo va commencer son enquête. Alors, en attendant la suite, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Merci.